pour votre présence cet après-midi dans ce magnifique château de Blois. Alors, je suis Frédéric Montlouis-Félicité, fondateur des éditions de l'Éclaireur, et j'ai donc le plaisir d'animer cette session avec le général François Lecointre. Quelques mots avant de commencer sur les éditions de l'Éclaireur. Nous sommes une jeune maison d'édition. Nos premiers livres sont parus au printemps de cette année, avec une dizaine de titres d'ici à la fin 2025, avec une ligne éditoriale qui consiste, au travers d'essais, de récits, de témoignages, à brosser un portrait sensible de la France au travers de son histoire, de sa géographie, du débat d'idées aussi. Et nous avons eu l'idée de créer cette collection qui s'appelle « Un jour en France », autour d'une idée simple qui consiste à créer des résonances entre une personnalité, un lieu et la France. Alors, évidemment, ça tombait très bien avec le thème des rendez-vous de l'histoire de cette année. Et à l'intérieur de ce triangle, personnalité, lieu et la France, on espère évidemment que le choix du lieu dise quelque chose de la personnalité et que ce lien raconte quelque chose de la relation entre ce lieu choisi et le pays. Et donc le général Lecointre nous a fait l'amitié et l'honneur de servir en quelque sorte de cobaye pour inaugurer cette collection. Et avec la complicité de Caroline Brouet, journaliste à France Culture, qui est dans la salle et que je salue, nous voilà donc avec ce petit livre d'entretien, Un jour en France avec François Lecointre. Alors j'entre tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire le Béarn, puisque c'est évidemment le lieu que François Lecointre a choisi. Enfin, je dis évidemment, mais ça n'est pas forcément de soi. Alors on attend d'un général qu'il parle de ses campagnes, de l'art du commandement. Vous l'avez fait de façon très, très singulière dans d'autres ouvrages. Mais peut-être commencer par là. Pourquoi avoir accepté de vous livrer dans cet entretien sur un sujet sinon inattendu, du moins avec une dimension très personnelle et intime? Merci. Merci Bazar. Merci à tous et à toutes d'être là. Et je comprends qu'on va parler un peu et qu'ensuite il y aura un échange avec vous. Oui, absolument. Et que vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Je le disais à Monsieur Félicité Montlouis, il n'y a pas de sujet tabou, et même si on va parler un peu de ce livre ou de cette expérience de cobaye que j'ai traversée avec grand plaisir, grâce à la gentillesse de Caroline Brouet et sur votre bonne idée, on peut aussi parler d'autre chose parce que la France, c'est beaucoup d'autres choses aussi. Voilà. En fait, au début, j'ai voulu faire plaisir à mon Bazar puisque vous avez été Saint-Cyrien un temps avant de bifurquer vers d'autres métiers. Et que je me suis dit, son idée a l'air bonne, il a l'air très sympathique, et pourquoi pas. Et puis, je sortais de cette expérience de l'enregistrement d'À Voix Nue avec Caroline Brouet, et j'avais trouvé que c'était une expérience particulièrement, j'allais dire riche, troublante. Troublante en ce que, je ne sais pas si vous avez déjà écouté cette émission, mais en 3 heures d'entretien, parce qu'on en retient 2h30. En réalité, on est amené, et Caroline Brouet m'avait prévenu, à se livrer au-delà de ce qu'on attendait d'ailleurs, et à dire des choses qu'on ne pensait pas dire un jour. Et d'ailleurs, mes filles, quand elles sont sorties d'avoir écouté À Voix Nue, elles m'ont dit, mais enfin, vous ne nous aviez jamais raconté ça, et on n'avait pas découvert ça. Et donc, je me suis dit, après tout, lançons-nous dans l'expérience, devenons cobayes. Et puis, je pensais au départ choisir un lieu qui soit plus en rapport avec ma fonction d'ancien général chef d'état-major des armées, et j'avais passé beaucoup de temps à l'école militaire à Paris, qui est un lieu magnifique, extrêmement symbolique, qui a une signification très très forte et qui a évidemment un lien historique avec les armées et l'histoire de France très puissant. J'avais pensé aussi au Palais de Salm, qui est le lieu de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, ce qui correspondait à mes fonctions actuelles.
et là aussi sur lequel il y a énormément de choses à raconter. Et c'est Caroline Brouet qui m'a dit, mais non, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un lieu en relation avec votre fonction, passée ou ancienne. Et elle m'a conseillé d'aller chercher quelque chose qui soit plus intime pour moi. Et évidemment, quand il a fallu choisir un lieu intime, un lieu en rapport avec ma personnalité, parce que je pense que ma personnalité s'est en partie forgée grâce à ce lieu, grâce à ce que j'y ai vécu et grâce aux racines que j'y ai plongées, eh ben, j'ai choisi le Béarn. Voilà, parce que le Béarn, c'est le seul endroit où je ne sois jamais retourné de toute ma vie. Parce que je suis fils d'officier, que j'ai passé mon enfance à déménager tous les 2 ans, que je suis officier moi-même et que j'ai passé ma vie à déménager tous les 2 ou 3 ans, et que le seul point fixe auquel je revenais toujours, c'était ce Béarn, qui est le lieu de ma famille maternelle et qui est l'endroit où j'ai su trouver la stabilité qui me permettait de me projeter vers l'avant, vers l'extérieur, vers d'autres endroits. Et donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Et c'est vrai que l'expérience que j'ai aujourd'hui, le petit recul du vieux soldat que je suis et qui parle de temps en temps à ses concitoyens, me conduit à leur faire souvent le reproche qu'ils se regardent le nombril tout le temps et qu'ils ne regardent jamais vers l'extérieur. Je pense que tout soldat pense à ça d'ailleurs. Tout soldat se dit, mais arrêtons de nous plaindre et arrêtons de nous contempler, parce que ça incite à la morosité et la contemplation de soi-même. Et en fait, je mesure en disant ça que je n'ai pu me tourner vers l'extérieur et avoir une vie entière engagée au nom de la France vers l'extérieur, parce que c'est la vie de tout soldat, que parce que j'avais des racines très puissamment et très profondément ancrées dans ce petit territoire de France. Voilà. Alors justement, un mot sur la question de l'attachement. Vous avez prononcé le mot de racine, de l'enracinement, pour reprendre le titre du livre de Simone Veil. Au-delà des liens familiaux, qu'est-ce qui, au fond, vous relie à cette région, le Béarn, d'une façon générale, plus spécifiquement Sauveterre de Béarn, puisque c'est votre village. Non, mais c'est d'abord principalement les liens familiaux. Et avec les liens familiaux, une façon d'être éduqué et élevé par ma famille, parce que c'est la culture de ma famille. Et donc, c'est une maison d'abord qui était remplie des souvenirs de ma famille. C'est une maison remplie du souvenir de mes ancêtres qui étaient d'une lignée de soldats et de militaires, remplie d'armes, de tableaux. Et puis, c'est l'éducation que j'y ai reçue, qui était une éducation à la fois très exigeante, parce que j'avais un père qui était très austère et très exigeant, et à la fois très libre, parce que son exigence le poussait à nous forcer à prendre des risques et à partir faire des virées en montagne tout seul et à partir faire du sport dans des conditions un peu acrobatiques. Et donc, c'était à la fois cette exigence et cette liberté qui, je pense, ont contribué à me bâtir, parce que c'est là que j'ai vécu cette culture familiale. Je l'aurais vécu ailleurs, je pense que ça aurait peut-être été la même chose, sauf que là, cette exigence qui était une exigence de vie très sportive et finalement assez austère, en tout cas quand nous étions en vacances là-bas, elle s'est faite dans les montagnes du Béarn, elle s'est faite dans les gaves du Béarn. Et quand on connaît le Béarn et qu'on en parle, on ne peut pas ne pas parler et des montagnes et des gaves. Voilà. Vous diriez que le Béarn a façonné la personne que vous êtes devenu aujourd'hui, que vous devez quelque chose à ce territoire. Comment est-ce que vous considérez cet apport? Alors, on comprend bien toute la dimension familiale et éducative aussi qui vous a été transmise, mais finalement, qu'est-ce que de ce territoire, alors sans déflorer ce que vous dites très bien par ailleurs dans le livre, qu'est-ce que vous avez en vous de béarnais, par exemple, aujourd'hui? Alors, je ne vais pas me mettre à parler avec l'accent béarnais, parce que ça ferait plaisir à certaines personnes, mais d'autres ne comprendraient pas ce que je dis. Mais encore une fois, ce que j'ai en moi de béarnais, ou ce que j'ai en moi d'hérité du Béarn,
c'est la passion que j'éprouve, encore une fois, pour ces montagnes, pour ce pays. Mais j'ai pas trop envie d'en parler, par ailleurs. Alors, c'est idiot, il fallait pas que je vienne ici, me direz-vous, parce que le Béarn est un pays méconnu. Et je dirais en plus un pays inconnu. C'est un pays oublié. Et donc, j'ai pas du tout envie que les gens y aillent, parce qu'une partie du charme du Béarn, c'est que c'est un pays oublié. Donc, j'ai pas trop envie de vous dire à quel point ce pays est extraordinaire. Mais encore une fois, il est extraordinaire par sa géographie, il est extraordinaire par son histoire, il est extraordinaire par la qualité des gens et la mentalité des gens qui y vivent. Et tout ça, c'est quelque chose que j'ai découvert petit à petit en y retournant et en ne retournant que là. Voilà. C'est un pays qui est un pays de frontières, en fait. Qui est un pays de frontières coincé entre la France et l'Espagne, qui s'est construit au cours des siècles avec un attachement farouche à son indépendance et à sa personnalité, contre les tentations de domination et de vassalisation par l'Angleterre à l'époque, à la glorieuse époque du Moyen-Âge et de la guerre de 100 ans, contre la France évidemment, contre la Navarre, contre l'Aragon. Et ce pays qui est à la fois un pays de frontières et donc qui met les gens proches d'autres personnes très différentes d'eux, ce pays très farouchement attaché à son indépendance, c'est un pays qui n'a pu se construire avec cette personnalité-là que parce que par ailleurs c'est un pays de montagne et de montagnards, et que c'est noué très tôt dans ce pays un lien singulier entre des habitants des vallées béarnaises très attachés à leurs droits, ce qu'on appelle les forts de Béarn, à leurs lois propres, à leurs coutumes propres, et un suzerain, qui était le comte de Foix en particulier, qui a passé une sorte d'accord et qui a fait allégeance à ces populations pour qu'elles acceptent elles-mêmes de faire allégeance à leur suzerain. Voilà. Et donc, cet esprit béarnais est un esprit très particulier, qui est un esprit à la fois de personnes très attachées à leur liberté, très curieuses des autres, avec une sorte de tempérance du tempérament qui est très attachante, et en même temps une très grande volonté d'indépendance et de souveraineté. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans la devise du Béarn, qui est honneur et paix. Voilà. Honneur étant le mot qui veut dire souveraineté en fait. Voilà. L'honneur parce que je me contrôle moi-même. Je contrôle mon destin, je contrôle ce que je suis. Et je suis d'ailleurs à tel point en mesure de me contrôler et de contrôler ce que je suis, que j'arrive à rester en paix, voilà, et à imposer la paix à l'ensemble de mon pays et à ceux qui voudraient m'imposer la guerre. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est en réalité, quand on s'intéresse au Béarn, quand on s'intéresse aux gens du Béarn, à leur mentalité, quand on s'intéresse à l'histoire du Béarn, on comprend à quel point cette devise correspond profondément à l'identité de ce petit peuple, de cette petite région, correspond aussi à sa géographie. Et ça, je trouve que c'est extrêmement attachant. Et sans doute, c'est très français aussi. Voilà. C'est-à-dire que je vois une sorte de mini-France dans le Béarn. Voilà. Je vois une mini-France dans le Béarn parce que je vois une population, une culture, un pays, une région. C'est pas une région, c'est un ancien État indépendant qui s'est créé sur un projet politique, sur une volonté, sur une vision que ce petit peuple avait de lui-même, de sa volonté de conserver son autonomie, son indépendance, sa souveraineté, son honneur. Et ça me semble être très français. Voilà. Et parce que c'était un pays de frontières et de communication et de confrontation à la différence des Basques, des Navarrais, des Aragonais, etc. Une ouverture à l'autre, une sorte voilà, qui là aussi me semble être très français. En tout cas, la définition que moi j'ai de la France, celle que j'ai voulu défendre toute ma vie en étant soldat, eh bien, je pense que je l'ai hérité de mes lectures, bien sûr, de la formation que j'ai reçue chez les Jésuites et à Saint-Cyr et en classe préparatoire. C'est cette vision de Renan, cette vision d'un peuple très politique, d'un peuple qui n'existe que par l'expression d'une volonté, la volonté d'ailleurs étant d'abord la volonté exprimée par le roi de France. Et en fait, ça, pour moi, c'est aussi quelque chose que j'ai appris et que j'ai ressenti en étant béarnais et en comprenant ce qu'était le Béarn et la façon dont s'est construit ce peuple et en voyant ce qu'il donne. Voilà.
Alors, on va rester, puisque vous nous y invitez sur cette question de la nation, et on va élargir le propos. Il y a de plus en plus, enfin, ce n'est pas récent, hein, mais quand on regarde la nation, des velléités autonomistes de la part de certaines régions qui ont des fortes personnalités. Hein. Alors, évidemment, le Pays Basque, la Corse, la Bretagne aussi peuvent avoir ces velléités. Est-ce que vous comprenez ces revendications et qu'est-ce que, finalement, en termes de cohésion nationale, ça veut dire pour vous, si on se réfère à Renan, la volonté de vivre ensemble, c'est ce qui fait une nation, le désir de vivre ensemble, dit Renan. Comment est-ce que vous arrivez à concilier ça avec de l'identité régionale parfaitement légitime par ailleurs? Si vous me dites qu'elle est légitime, vous avez répondu à la question que vous posez. Donc, Alors, oubliez légitime. Non, j'ai jamais été sensible à ça. Je comprends que les gens aient envie. Quand j'étais enfant, je suis allé plusieurs fois à Brest, dans les affectations de mon père qui était sous-marinier. Et je me souviens j'avais lu à l'époque Pierre-Jacques Elias, je ne sais pas si vous connaissez ça, Le Cheval d'Orgueil. À Brest, à l'époque, il y avait encore beaucoup de gens des femmes qui portaient des coiffes, et la moitié de la population de Brest parlait le breton. Je n'y comprenais évidemment rien du tout. Voilà. Donc, je comprends très bien qu'on veuille garder des langues, qu'on veuille conserver une culture, que ça aille au-delà et que ça aille jusqu'à des volontés autonomistes. J'avoue que je le comprends assez peu. On a la chance d'être dans un pays extraordinaire qui offre des conditions de liberté, de confort, de solidarité sociale inégalées dans le monde. Et j'observe que la plupart de ces régions que vous avez citées, qui revendiquent une forme, ou dont une partie de la population peut revendiquer une forme d'autonomie, voire d'indépendance, sont des pays qui, en réalité, bénéficient, ou des régions qui bénéficient en premier de la solidarité nationale. Et que si elles devaient ne pas bénéficier de cette solidarité nationale, elles seraient très malheureuses, ces régions-là. Donc j'ai du mal à comprendre qu'on aille au-delà de ce qui est la volonté de préserver effectivement une culture, une langue à laquelle on est attaché. Mais ça s'arrête là. J'adhère assez peu à ça. Et ce que dit Renan, c'est que le vouloir vivre ensemble, c'est pas le vouloir vivre ensemble, c'est le souvenir des grandes choses faites dans le passé et la volonté d'en faire de plus grandes encore dans le futur. C'est ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'un soldat est forcément sensible au discours de Renan, parce que tout soldat porte dans son cœur définitivement et dans son âme le souvenir de ses frères d'armes et de ses anciens morts au combat, et que le culte d'un drapeau avec les noms de bataille, tout ça est profondément structurant de la culture militaire. Donc je suis fortement sensible à ça, et ce que je pense que nous devons aller chercher dans notre passé, c'est précisément ce que nous ont légué toutes ces générations successives de gens qui construisaient, qui bâtissaient un projet absolument magnifique. Voilà. Donc, de voir des gens vouloir se séparer de ce projet, au nom de quoi, et en s'appuyant sur quoi, j'avoue que j'ai un peu de mal à le comprendre. Voilà. Je trouve que on a plus intérêt à essayer de voir ce qui a été construit à partir de la volonté du Capet et d'un domaine royal ridicule de créer la France telle qu'elle est devenue, à partir de régions très différentes les unes des autres, à partir de religions différentes d'ailleurs, et qu'on essaye de proposer au monde entier, et en tout cas aux Européens, cette vision fédératrice, généreuse, et reposant sur la notion universelle de la dignité de la personne humaine, qui est quand même certes un héritage grec et romain, mais qui a été porté très haut par l'esprit des Lumières. Eh bien, c'est quelque chose qui devrait nous pousser, non pas à nous séparer et à nous replier dans une autonomie frileuse ou dans une vision passéiste pour telle ou telle région, mais au contraire à essayer d'aller plus loin. Voilà. Et à mon sens, d'ailleurs, c'est ça ce qui doit être au fondement du projet européen. Mais on part du Béarn pour arriver à l'Europe, donc c'est peut-être un peu... Ah non, mais le Béarn est une mini-Europe aussi, on peut dire ça. On va revenir au Béarn. Vous parliez d'identité.
par le prisme des grandes figures béarnaises. Alors, évidemment, la plus connue étant Henri IV, mais vous parlez beaucoup dans le livre d'une figure un peu oubliée aujourd'hui, d'une figure historique qui est Gaston Phébus. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et peut-être en quoi est-ce que cette figure mérite aujourd'hui d'être remise un peu en lumière? Oui, je ne sais pas si elle mérite plus que Henri IV, par exemple. Voilà. Gaston Phébus, c'est le prince mythique de Béarn, c'est le comte de Foix et prince de Béarn. Il est intéressant parce qu'il est flamboyant, parce qu'il est poète, parce qu'il est homme de guerre, parce qu'il est fin politique, et qu'il a fait ce que je vous dis, c'est-à-dire que ce prince incroyable, c'est celui qui entraîne l'adhésion de son peuple de Béarn quand il crée, en y agrégeant le comté de Foix, la principauté de Béarn, en obtenant et en reconnaissant la légitimité des forts de Béarn, et donc de la revendication de liberté de ce peuple béarnais, et en faisant allégeance à ce peuple béarnais, il obtient l'allégeance du peuple béarnais. Donc ça, c'est une démarche qui est extrêmement moderne et extrêmement intéressante, et ce prince en plus sera un politique redoutable qui va réussir effectivement à affirmer la souveraineté de son petit état béarnais. En ça, je le trouve très intéressant. Mais Henri IV est tout aussi intéressant, et des figures béarnaises, je sais pas, on va pas parler de François Bayrou, que j'aime beaucoup pourtant, ni de l'autre l'autre grand béarnais contemporain qui est Jean Lassalle, qui est un fou sympathique. J'aimais beaucoup quand j'étais chef d'état-major des armées, il était dans la commission de défense de l'Assemblée nationale. Et chaque fois qu'il prenait la parole, il disait « Généralissime, j'aime beaucoup ce que vous dites. » Donc, ça me mettait du baume au cœur. Et puis ensuite, il me posait une question incompréhensible, mais j'aime toujours énormément Jean Lassalle. Voilà. Non, il y a aussi un Béarnais, en tout cas, qui a été membre de l'Académie de Berne, c'est le général de Montsabert. Montsabert qui était le libérateur de Marseille, qui est un grand soldat. Voilà, donc il y a beaucoup de Béarnais. Je pense que la figure peut-être la moins connue et une des plus belles figures et en même temps une des plus dures du Béarn, c'est Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV, voilà, qui est une personnalité extrêmement puissante, une érudite, une femme d'une moralité incroyable, d'une très grande austérité, une protestante évidemment qui a hérité du calvinisme, une forme de dureté aussi, une pureté, mais une pureté dure, exigeante. Et cette personne-là, elle est fascinante, même si elle va malheureusement être celle qui imposera dans une très grande violence le protestantisme au Béarn. Voilà. Et violence dont le Béarn garde encore le souvenir aujourd'hui. Contrairement à sa mère, qui elle-même était déjà convertie, Marguerite de Navarre, qui était convertie au protestantisme et qui conservait une forme de tolérance. Jeanne d'Albret, elle est à la fois cette femme incroyable, extrêmement impressionnante, encore une fois, par l'exigence de sa foi et par sa très grande rigueur morale. Et en même temps, elle a été un politique très, très dur pour le peuple béarnais. Oui. Voilà. Une dernière question avant de passer la parole à la salle, comme ça vous pouvez vous préparer et nous submerger de questions. Est-ce que parfois, quand vous disiez tout au début de notre entretien que vous avez déménagé comme le font tous les officiers tous les 2 ou 3 ans, quand vous étiez enfant aussi. Est-ce que parfois, quand vous étiez en poste à l'étranger ou en opération extérieure ou outre-mer, est-ce que vous avez eu le mal du pays? Est-ce que c'est quelque chose qui vous qui restait toujours en fond de tableau, ou finalement vous saviez que le Béarn et le fief familial étaient là et ça suffisait à votre bonheur? Non, j'ai jamais eu le mal du pays parce que je savais que je y retournerais. J'ai eu le mal de ma famille que je ne voyais pas. J'ai eu le mal de mes enfants que je ne voyais pas grandir. J'ai eu le mal en sachant que quand j'allais rentrer, mes petites filles ne voudraient pas que je les prenne dans les bras parce qu'elles ne me connaissaient pas. Donc ça, j'avais le mal de ça. Le mal du pays, non. J'étais au contraire très curieux de comprendre ce qui se passait dans des endroits
dont nous sommes très éloignés, dans des cultures qui sont très différentes des nôtres. Et dans ces moments-là, ce à quoi me servait le Béarn, c'était d'essayer d'imaginer ce que pourraient être ces pays qui étaient en guerre quand j'y étais, 200, 300, 400 ans plus tard. Voilà. Je vous parlais de Jeanne d'Albret et de la façon dont, à Sauveterre de Béarn, la conversion au protestantisme s'est faite, avec des massacres comme partout en France, mais plus particulièrement là, une forme de Saint-Barthélemy. Quand j'étais à Sarajevo et que je voyais les flots de sang qui coulaient, quand j'étais au Rwanda et que je voyais les flots de sang qui coulaient, je me disais, mais est-ce que ces gens-là, dans 200 ans, dans 300 ans, pourront être réconciliés, comme le sont aujourd'hui les Béarnais? Est-ce que les Tutsis et les Hutus pourront faire la paix vraiment? Et d'ailleurs, je me pose toujours la question aujourd'hui entre les Palestiniens et les Israéliens. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer que ces peuples se réconcilient? Je cite dans cet échange, ce dialogue avec Caroline Brouet, cet exemple incroyable, que je crois unique en France, du monument aux morts de Sauveterre de Béarn. Alors, n'allez pas à Sauveterre de Béarn, il ne faut pas trop de touristes, mais quand même, comme vous n'êtes pas si nombreux que ça, allez-y, vous verrez. C'est le plus bel endroit du monde et c'est placé sur une sorte de plateforme qui domine la plaine avec une vue qui porte jusqu'aux montagnes, qui domine le Gave et avec une très belle église romane du roman tardif qui est juste au bord des remparts. Et au chevet de cette église, il y a le monument aux morts de Sauveterre de Béarn, qui est un simple obélisque avec au pied de l'obélisque une sculpture d'un sculpteur qui s'appelle Gabard, qui est un sculpteur béarnais du XXe siècle, du début du XXe siècle, qui représente une femme en larmes, allongée, agenouillée, à moitié allongée au pied de cet obélisque, dont on ne voit pas le visage, elle pleure. Et il n'y a pas un seul nom sur le monument aux morts. Pas un nom. C'est le seul endroit en France où je vois un monument aux morts sans un nom. Habituellement, quand je me déplace et que je vais quelque part, je m'arrête toujours pour lire un à un tous les noms. Ça, c'est mon côté renan, de me dire que tous ces gens-là sont morts. Dire, je comprends pas, il y a un truc qu'on aurait dû faire ici à Blois pour ce thème de la France, c'est quelque chose sur les monuments aux morts. Voilà. Je lis tous les noms, un à un. Et je suis toujours profondément ému. Et là, il n'y a pas un seul nom à lire. Et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas un nom. Et en fait, j'ai compris que en 1921, au moment où ce monument a été fait, les catholiques et les protestants n'ont pas voulu que les noms de leurs enfants soient sur le même monument. Ils sortaient de la guerre 14-18. C'est effroyable. Et donc, il y a un monument aux morts pour les catholiques dans l'église, et il y a la liste des morts protestants dans le temple. 350 ans après la fin des guerres de religion, ces gens-là n'ont pas voulu que les noms de leurs enfants soient sur le même monument. Et l'année dernière, la mairie de Sauveterre de Béarn a voulu mettre des plaques en plexiglas avec les noms de tous les enfants sur le monument. Ben, ils ont senti que ça ne passerait pas. Voilà. Et donc je me dis voilà, c'est ça que m'apprenait la confrontation entre les situations très dures que je connaissais dans des pays en guerre, et la plupart du temps en guerre civile, dans lesquelles nous étions engagés comme jeunes soldats, et l'histoire de mon pays. Et ça m'interrogeait sur la façon et le nombre d'années, et en fait la fragilité aussi de nos sociétés qui sont capables de se déchirer. Voilà ce que ça m'inspirait, mais pas le mal du pays. Merci mon général. Bien écoutez, on va laisser la parole à la salle. Il nous reste une petite demi-heure. Est-ce qu'il y a une première question? Je crois que des micros vont circuler. Oui, il n'y a que des bonnes questions et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, quel que soit le domaine que vous abordez. Si je n'ai pas envie d'y répondre, je n'y répondrai pas. Et j'avais une bonne pratique quand j'étais à l'école de guerre, je disais ça tout à l'heure à mon bazar, quand j'allais faire mes conférences de chef d'état-major des armées à l'école de guerre, toutes les questions sont remarquables et je félicite toujours la personne qui pose la question, et notamment sur la pertinence de la question qu'il pose. Et ensuite, je réponds à la question que j'ai envie, que j'aurais souhaité me voir poser. Voilà. Donc je reformule la question s'il le faut, ne vous inquiétez pas.
bonsoir, mon Monsieur. général. Moi, c'est pas une question, c'était juste une évocation des Béarnais célèbres. Je ne sais pas si vous l'avez omis sciemment ou pas, je ne pense pas. Bernadotte, le fameux maréchal Bernadotte, qu'on appelait sergent Bellejean sous la Révolution, qui s'était fait tatouer mort en roi et qui plus tard est devenu roi de Suède au nom de Charles XIV et qui avait épousé Désirée Clary, l'ex-fiancée de Napoléon Bonaparte. C'est tout ce que je voulais dire. Sinon, merci de m'avoir écouté. C'est une très belle référence. Et puis lui, il a eu de la prospérité derrière, Oui. une vraie postérité. Merci, monsieur. Une autre intervention, question, commentaire? Oui, devant ici, monsieur. Attendez le micro, s'il vous plaît. Oui, une question militaire, si vous le permettez. Beaucoup d'entre nous ont sans doute vu un excellent film sur la 5 il y a quelques jours, sur les guetteuses du 7 octobre. Un film dur, émouvant, et je me pose deux questions parallèles concernant l'armée française. Est-ce que la faillite du service de renseignement et de l'état-major, tel qu'on l'a vu en Israël, serait-elle possible en France? Question corrélative, j'ai été surpris que ces jeunes filles guetteuses, une fois leur service terminé, elles faisaient la fête, ce qui est compréhensible, mais qu'ensuite, tout ce qu'elles faisaient passait sur les réseaux sociaux. Donc, même question, est-ce que l'armée française permettrait ce type d'erreur? Merci. Il faudrait demander, Il va falloir reformuler. il faudrait demander à Montbazar, parce que... oui, d'abord, on n'est jamais assuré d'être capable d'être convenablement renseigné. Et vous savez ce qui est le plus dur dans le renseignement, c'est de formuler la demande de renseignement. J'ai souvenir d'une expérience de jeune capitaine. J'étais au Rwanda et à un moment, on met à ma disposition et sous mes ordres une équipe du 13e régiment de dragons parachutistes qui est une unité de renseignement et on était en train d'établir la zone humanitaire sûre et qui était en zone de guerre à l'endroit où s'affrontaient les Tutsis et les Hutus, qui étaient en train de refluer vers nos positions. Et donc, cette équipe est mise sous mon autorité et le lieutenant qui commandait cette équipe prend contact avec moi par radio et me dit dites-moi ce que vous voulez savoir. Je lui ai dit écoutez, dites-moi ce que vous voyez. Je ne peux pas vous dire. Il dit vous n'avez rien compris. Et il avait raison, je n'avais rien compris. La difficulté, c'est de savoir ce que vous avez envie de savoir et d'être capable de le formuler. Et donc, pour bien se renseigner, il faut avoir une connaissance de la culture de l'adversaire, une connaissance de sa vision politique, qui va vous permettre d'orienter vos capteurs et de chercher précisément des choses à savoir. Et ça, c'est sans doute difficile à faire. Et c'est ce qui peut expliquer qu'on s'aveugle et qu'on ne sache pas précisément les renseignements qu'on doit aller chercher parce qu'on ne sait pas ce qu'on recherche comme information. Donc je crains qu'aucun service de renseignement ne soit totalement à l'abri de ça. Voilà. Parce que les choses peuvent paraître tellement imaginables que vous n'allez pas chercher à les savoir. Donc ça, c'est très difficile. Et je pense que ça pourrait arriver à n'importe quel pays, à n'importe quelle puissance. Voilà. Ensuite, sur les sujets des réseaux sociaux, les armées sont normalement très attentives à ça et évitent que les gens ne communiquent n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Voilà. On n'est jamais à l'abri d'erreurs ou de contrôles insuffisants, mais on passe notre temps à éduquer les jeunes soldats pour éviter qu'ils ne communiquent à tort et à travers en s'exposant à un danger ou en donnant par ailleurs des renseignements qu'ils n'ont pas à donner sur leur position, leurs activités, leur formation, etc. Donc c'est un souci constant des armées. Si ça doit vous rassurer, oui. Voilà. On y arrive plus ou moins bien, mais c'est difficile de la même façon que quand on est en opération. En tout cas, quand j'étais, moi, chef de corps en opération et même ensuite officier général, on interdisait à nos soldats l'emploi du téléphone portable. Donc ils ne pouvaient pas communiquer sauf à certaines heures et sous certaines conditions.
Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à exiger de jeunes gens qui ont l'habitude d'être reliés en permanence avec tout ce qui les entoure. Voilà. Mais néanmoins, on le fait. Alors, vous savez, j'ai d'ailleurs la responsabilité de 2 maisons d'éducation des demoiselles de la Légion d'honneur. On fait la même chose pour nos demoiselles de la Légion d'honneur. On leur interdit le téléphone portable, voilà, sauf à certaines heures et certains jours. Bon, ensuite, elles se payent 2-3 téléphones portables, elles font comme en prison, quoi. Hein, donc elles en dissimulent, voilà. Mais on lutte contre ça. Voilà. Autre question, monsieur? Bonsoir, mon général. Le général de Gaulle a écrit dans ses mémoires de guerre une phrase qui est restée célèbre. Je la rappelle, il s'est fait une certaine idée de la France. Il avait une certaine idée de la France, jugeant que la France ne peut être la France sans la grandeur. Que pensez-vous de cette affirmation, mon général? Et pour vous, qu'est-ce que la grandeur de la France? Évidemment, moi, je suis complètement imprégné de ça. Donc, mais ça renvoie à mon métier actuel. Voilà. Ce qui, pour moi, ou ce qu'incarne le mieux la France, ce qu'incarne le plus la culture française, c'est l'exigence de la dignité de la personne humaine. Voilà. Et ça, c'est un héritage du monde judéo-chrétien, c'est un héritage du monde grec et du monde romain, c'est un héritage de toute notre histoire de France, c'est un héritage des Lumières. Et je pense que la France, elle porte ça. Et elle porte cette noblesse-là. Et elle porte cette grandeur-là. Et que quand elle l'oublie, elle se rapetisse. Et que j'ai eu la chance, et nous avons eu la chance, à notre génération d'officiers, d'être engagés d'une certaine manière, pour défendre cette idée-là. Voilà. Certes, pour défendre les intérêts de la France, mais parce qu'on ne peut pas concevoir les intérêts de la France qui soient détachés de cette conception de la personne humaine et de sa dignité. Voilà. Et je pense que c'est ça la grandeur de la France, d'abord. Avant la grandeur géographique ou la puissance économique ou même la puissance militaire. La grandeur de la France, c'est une certaine vision. Voilà. Et je pense que la France se singularise dans le monde par cette vision et par le fait que ce soit une entité, encore une fois, un peuple, une nation. C'est la grande nation, la France, avec tous ses défauts, tous les travers d'années passées de dérives administratives, mais c'est aussi la France qui est cette espèce de truc improbable qui se construit à partir de la volonté politique, je le disais tout à l'heure, de Hugues Capet, qui va, alors que notre pays est un véritable carrefour, que notre pays, d'ailleurs, je me souviens de cours de sociologie de M. Bourlange quand j'étais à Cire, c'était extraordinaire, il nous racontait qu'en fait la France c'est le lieu de convergence d'influences anglo-saxonnes, méditerranéenne, espagnole et italienne et germanique, y compris dans l'organisation de la famille et de la vie familiale et de la conception et la structuration de la société. Voilà. La vision germanique et centre-européenne, c'est la famille du meurtre du père. Au contraire, la famille du meurtre du père, c'est la famille anglo-saxonne. Voilà. C'est la famille uniquement nucléaire. La famille méditerranéenne, c'est la famille étendue. Et la famille germanique, c'est la famille très verticale qui garde toujours une personne de la génération d'au-dessus. Voilà. Et il nous démontrait en permanence, par des raisons, par des démonstrations sociologiques aussi, à quel point la France n'aurait jamais dû exister. Parce qu'elle aurait dû être divisée entre ces influences qui sont très, très, très contradictoires en réalité. Et si la France a existé, c'est parce qu'il y a eu cette volonté politique incroyable. C'est aussi ça que dit Renan. C'est, vous n'êtes pas un pays qui se définit par sa race, vous n'êtes pas un pays qui se définit par ses frontières, vous n'êtes pas un pays qui se définit par sa géographie, vous êtes un pays qui se définit par sa volonté. Vous n'êtes même pas un pays qui se définit par sa langue. Voilà. Et donc, je pense que cette volonté, et ce qui est au point de départ de cette volonté, ce qui fait de la France la plus grande France, c'est quand elle met au cœur de cette volonté politique la dignité de la personne humaine.
Et je pense que la France a porté ce message-là dans son histoire tumultueuse, et que si elle oublie de le porter, elle se rapetisse. Monsieur. Pardonnez-moi. Ça a des traductions très concrètes pour un soldat, voilà, dans la façon de combattre, dans la façon de faire la guerre, dans la façon de respecter le droit international humanitaire, dans l'éducation qu'on donne à nos soldats, dans l'exigence éthique. L'armée française, qui est une institution centrale, même si on l'oublie trop souvent, qui est une institution qui participe de la culture française profondément, même si là aussi les gens ont oublié, elle porte en elle, dans sa culture et dans sa façon de faire, d'être et de former ces hommes et ces femmes, elle porte cette exigence de la dignité de la personne humaine, y compris quand il faut donner la mort. Pardon, j'ai interrompu monsieur qui voulait poser une question. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander votre avis sur un autre Béarnais célèbre, Pierre Bourdieu, puisque vous parlez de sociologie il n'y a pas longtemps, peut-être sur un plan un peu plus précis, qui est que dans nos sociétés que j'ai l'impression de voir de plus en plus fracturées, l'armée me semblait le seul endroit où la distinction, les classes au sens des classes sociales, jouaient beaucoup moins qu'ailleurs. Et est-ce que vous pensez que la suppression du service militaire et sa tentative de remplacement par ce service civil qui est un peu étouffé aujourd'hui peuvent jouer un rôle, ou est-ce que c'est trop tard? Merci pour cette excellente question. Bon, les héritiers, Pierre Bourdieu, je ne vais pas me lancer sur ce sujet-là. Malgré tout, un peu quand même. Il y a un ancien chef d'état-major de l'armée de terre qui s'appelle le général Irastorza, qui disait qu'il ne voulait pas entendre parler d'ascenseur social, mais d'escalier social. Et que dans l'idée d'escalier social, il mettait bien en exergue et en évidence l'effort que doit faire chacun pour progresser socialement. Voilà. Et les armées sont un escalier social. Et donc exigent du travail, de l'effort, de la remise en question, et donc mettent en exergue le mérite. Voilà. Et placent tous les gens en situation d'exprimer leur mérite de la même manière. Et c'est comme ça qu'on a effectivement ce vieil adage, mais qui, je pense, est toujours vrai, que chaque soldat a dans sa musette son bâton de maréchal. De ce point de vue, l'armée est l'institution qui, en France, se distingue absolument des autres grandes institutions de l'État. Pourquoi ? Parce que dans les autres institutions de l'État, vous êtes classé par niveau de fonctionnaire, C, B, A, et ensuite par sous-catégorie. J'ai vu ça quand j'étais visiteur de prison dans l'administration pénitentiaire, par exemple, c'est absolument terrifiant. Vous n'avez pas de possibilité de passer, ou très peu, d'une catégorie de fonctionnaire à l'autre, que donc on vous a enfermé au début de votre carrière et au début de votre vie dans un niveau, et que par ailleurs, on va, grâce à la magie de l'École nationale d'administration, qui s'appelle aujourd'hui l'INSP, peut-être y a-t-il parmi vous des gens qui sont issus de l'ENA, on va aller identifier une élite de gens très jeunes qui va tout de suite accéder à des niveaux de conception et d'administration générale qui en feront ceux qui dirigeront les grandes administrations et les grandes institutions. Voilà. Ça n'existe pas dans l'armée. Dans l'armée, et d'ailleurs quand on a créé l'École nationale d'administration, on a proposé aux armées de recruter à la sortie de l'ENA des jeunes gens qui viendraient servir comme officiers dans les armées, mais qui auraient été directement à des niveaux de conception et d'administration générale. Et les armées ont refusé en disant « on ne peut pas être général si on n'a pas été lieutenant ». Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre être celui qui administrera ou qui devra développer des conceptions générales si on n'a pas d'abord effectué et pratiqué des responsabilités de petit niveau. Si on n'a pas soi-même expérimenté sur le terrain la réalité de cette vie. Et un lieutenant, il fait un métier de sous-officier en réalité. Et d'ailleurs, quand un lieutenant arrive dans son régiment,
il prend parfois la place d'un sergent-chef qui va devenir son sous-officier adjoint et qui est bien meilleur que lui, bien plus expérimenté qu'il ne l'est, et qui va lui donner des leçons. Et quand vous êtes jeune enseigne de vaisseau et que vous sortez de l'école navale, vous allez prendre le quart à côté d'un officier marinier qui a 10 fois plus d'expérience que vous en avez. Et donc vous apprenez d'abord un peu l'humilité, et ensuite vous découvrez ce que c'est que cette vie en vrai. Voilà. Et c'est indispensable pour acquérir, au-delà de la connaissance du vécu et du réel, pour acquérir la légitimité qui vous permettra ensuite de commander au plus haut niveau. Vous ne pouvez pas prétendre envoyer vos gens à la mort si vous n'avez pas été vous-même dans les conditions de donner la mort. Parce qu'autrement, les gens ne comprennent pas. Et que vous-même, vous ne comprenez pas la gravité de ce que vous leur demandez. Et donc les armées ont conservé ce système-là, sans aucun mérite, mais parce qu'elles avaient la conviction et la compréhension profonde de ce qu'elles ne pouvaient pas adopter un modèle qui aurait permis à des jeunes gens de 25 ou 26 ans de devenir directement des commandants, des lieutenants-colonels. Voilà. Mais ça veut dire qu'il a fallu, malgré tout, sélectionner les gens. Et que donc les gens qui font l'école navale, qui font Saint-Cyr, qui font l'école de l'air, une fois qu'ils ont eu cette première expérience de terrain, où ils font un métier de sous-officier d'abord, eh ben, on va les resélectionner en leur faisant passer le concours de l'école de guerre. Et on en vire 40%. Voilà. Donc ça, c'est pas drôle du tout. C'est aussi une exigence de progression au mérite, par l'effort. Voilà. Je crois que c'est... encore une fois, les armées n'ont pas de mérite particulier à cela, c'est indispensable. Je pense que parfois, l'administration civile peut essayer de s'en inspirer. Voilà. Mais en tout cas, cette réalité d'une fonction civile, d'une fonction publique civile par classe et par grande catégorie, de gens sortis de très grandes écoles, accéder rapidement à des niveaux de responsabilité importants, sans avoir expérimenté la réalité de la dureté du métier. Et par ailleurs, la très grande difficulté qu'il y a à passer d'un niveau à l'autre, d'une classe à l'autre, dans un pays aussi centralisé et aussi étatisé que le nôtre, est sans doute quelque chose qui n'arrange pas la dégradation de nos liens sociaux et le sentiment d'un émiettement et d'une archipélisation. Voilà. Et je pense que rien n'est perdu et que si on essaye de comprendre qu'en réalité, précisément quelqu'un tout au long de sa vie doit être capable de changer, doit être capable de passer d'un état à un autre, doit être en formation continue, etc., on pourra revenir sur ce genre de difficultés et recréer du lien social et retisser du lien social. Voilà. C'est pas uniquement en étant gentils les uns avec les autres, ou ce n'est pas uniquement en aidant ceux qui sont dans la plus grande difficulté à mieux vivre. C'est aussi en étant capable de manifester des exigences et d'offrir aux gens auxquels on manifeste ces exigences les moyens d'y répondre. Voilà. Et ça, c'est très ancré dans la culture militaire. Je pense que notre société l'a peut-être un peu oublié, et que comme rien n'est jamais perdu, ni trop tard, on peut essayer de s'en inspirer aujourd'hui pour faire ça. Voilà. Quant au sujet du service national, je pense qu'aujourd'hui, les armées sont confrontées, comme toute notre société, à un problème majeur qui est la dénatalité et le vieillissement démographique, que la puissance militaire ne repose pas uniquement sur des équipements, sur des stocks de munitions, sur une très haute technicité, elle repose aussi sur des masses, et que les armées françaises devront être capables de mettre en rang, d'aligner sur des champs de bataille demain des masses d'hommes, et les armées européennes aussi, et que donc va se reposer très vite la nécessité de créer un service national militaire, voilà, qui sera peut-être pas universel, qui sera peut-être que sur la base du volontariat, mais la question de la montée en puissance des armées qui va se poser pour tous les pays européens va poser la question d'un service militaire qui pourrait alimenter une réserve réellement formée et qui permettrait à ces armées de monter en puissance. Et aujourd'hui, on n'en est pas capable. Je pense que l'armée française, elle n'est pas capable d'aligner plus de 60 000 hommes bons de guerre. Quand vous voyez ce qui se passe dans un conflit comme le conflit ukrainien aujourd'hui, vous comprenez que ce n'est pas suffisant. Oui, monsieur. Oui. Oui, bonsoir. Ici. Allez-y, monsieur, vous avez le micro, et puis ensuite devant ici.
Oui, merci, bonsoir, Général. Je voulais tout d'abord vous dire, je suis ici, que c'est un plaisir de vous entendre et je vous avais découvert avec votre livre Entre-guerres et c'était un plaisir immense de vous lire. Moi qui ne suis pas... Alors, je suis trop jeune pour avoir fait mon service militaire. J'ai un rapport, en tout cas j'avais un rapport très distancé avec l'armée et vous lire est un plaisir pour un non-militaire comme moi. Alors ma question, elle est double. On a souvent parlé en France de la voix singulière de la France. Si on remonte un petit peu dans le passé avec De Gaulle qui voulait se distinguer des deux grands blocs entre l'URSS et les États-Unis. Dans un passé plus proche, on se souvient par exemple de la voix de la France singulière au Moyen ou au Proche-Orient, avec Jacques Chirac qui refuse d'entrer en guerre aux côtés des États-Unis, la voix de la France dans les pays arabes vis-à-vis d'Israël. Alors, deux questions. Un, avec vous, votre parcours, votre expérience internationale, est-ce que cette voix de la France est un fantasme franco-français ou une réalité internationale ? Première question. Et deuxième question, parce que je profite de votre présence, c'est sur au vu effectivement de cette singularité, si elle existe, de la France, est-ce qu'il faut, pour prolonger votre propos, renouveler une armée de masse française, ou est-ce que l'avenir de l'armée française passe par une armée européenne ? Merci pour ces deux excellentes questions. Bon, ça tombe bien, on a encore 1h30, donc il va falloir... Quels que puissent être les aléas, il faut qu'on se détache de l'actualité. Et on peut être aujourd'hui désespéré d'une voix de la France qui porterait moins, reprocher à telle ou telle personne politique de... La réalité quand même, c'est que la France, je vous l'ai dit, elle a d'abord cette identité qui n'est comparable à aucune autre identité en Europe. La France, c'est la grande nation, et ça exaspère suffisamment nos partenaires d'ailleurs. Voilà. Et encore une fois, c'est un sujet très ancien, et qui date de l'époque capétienne, et qui ensuite a conduit à créer un État aussi puissant que le nôtre. Je veux dire, un État aussi administré que le nôtre. Et puis de faire un État aussi centralisé que le nôtre. Mais au-delà de ça et de cette réalité qui fait que la France est un modèle pour beaucoup d'autres pays, qui regardent son administration, qui regardent son État, qui regardent la façon dont elle fonctionne et essayent de s'en inspirer, même si c'est peut-être moins vrai maintenant, même si c'est peut-être moins vrai depuis 20 ans, c'est quand même une réalité. Au-delà de ça, la France, elle a quelques facteurs forts. Elle a la dissuasion nucléaire, par exemple. Et ça n'est pas neutre. Alors certes, on a moins de 300 têtes nucléaires, mais on est en nombre de têtes nucléaires la 4e puissance du monde. Et le fait nucléaire en soi, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Et donc la voix de la France, elle est forcément aussi sous-tendue par cette puissance-là. Ensuite, elle a, pardonnez-moi de faire une fixette sur les armées, mais elle a aussi une armée incroyable. Voilà. Et puis, elle a aussi un soft power important. Elle a une culture qui continue de rayonner dans le monde entier. Et même si, encore une fois, la contemplation de nos défauts et de nos faiblesses et de nos insuffisances nous rend moroses, en réalité, dans le monde entier, les gens sont très attachés à la culture française, très admiratifs de cette culture française. Voilà. Elle a une intelligentsia. Donc elle a, encore une fois, les moyens d'un rayonnement et une très forte singularité qu'elle conserve, y compris dans l'expression de la puissance militaire. Et ça, je ne vois pas que ça disparaisse demain. Et je dirais qu'en Europe, on est les seuls. Voilà. Dans l'Union européenne, évidemment, mais même en Europe, parce que les Britanniques n'ont pas cette réelle indépendance, en particulier liée à la dissuasion nucléaire, qui pour les Britanniques n'est pas indépendante, et est entièrement liée dans une forme de vassalisation aux moyens américains, de mise en œuvre, de chargement de leurs sous-marins, etc., etc. Voilà. Donc la France, elle a cette espèce de... Elle conserve cette singularité forte. Ensuite, est-ce qu'il faudrait une défense européenne ?
parce qu'on ne peut pas reconstituer une armée française de masse comparable à celle qui s'est engagée en 14-18 ou en 39-45. On oublie d'ailleurs les 80 000 morts de la campagne de France en 40. Et le courage de nos anciens qui se sont battus comme des lions pendant ces quelques mois de guerre. La question ne se pose pas qu'à la France, en réalité. Et même si on aligne l'ensemble des armées européennes, ce que nous enseigne aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je crois, le conflit ukrainien, c'est que quand une guerre dure, elle conduit à mettre en œuvre la barbarie de la guerre dans ce qu'elle a de plus rustique. Et donc elle conduit à la confrontation des hommes et elle conduit à remettre au goût du jour des facteurs de puissance qui paraissent absolument élémentaires et qu'on a oubliés, et en même temps à conjuguer ces facteurs de puissance très basiques, comme le nombre d'hommes, comme le nombre de chars, comme le nombre d'obus, avec des facteurs de très haute technologie à mettre en œuvre. Voilà. Et vous ne pouvez pas dire « je gagnerai ma guerre uniquement grâce à de la très haute technologie » ou « je gagnerai la guerre uniquement grâce à mes hommes ». Et c'est bien la conjugaison des deux qu'il faut être capable de mettre en œuvre. Alors le problème, c'est que tous les pays d'Europe sont des grandes démocraties et qu'une démocratie ne peut pas être en permanence armée au maximum de sa puissance, parce qu'elle va dépenser son énergie et ses ressources dans autre chose, dans la solidarité sociale d'abord, qui est majeure. Et je rappelle que dans la Constitution de la Ve République, on rappelle que la République est sociale et que c'est absolument central. Et donc elle ne peut pas dépenser en permanence de l'argent et des moyens et des ressources considérables en s'épuisant à se maintenir sur le pied de guerre, et qu'elle est malheureusement, puisque les démocraties par définition ne sont pas bellicistes, confrontées à la difficulté de faire face à des régimes autoritaires qui, eux, seront ceux qui agresseront et qui, eux, peuvent maintenir leur peuple dans un état d'armement permanent. Et donc, le problème des grandes démocraties, c'est qu'elles vont devoir en permanence organiser et maîtriser une sorte de sinusoïde des moyens militaires dont elles disposent. Et donc, en permanence, penser à une capacité de montée en puissance de leur outil militaire. Et qu'évidemment, cette capacité de montée en puissance, elle doit être accompagnée, ça rejoint la question que vous m'avez posée tout à l'heure, monsieur, d'une capacité à appréhender l'avenir et à se renseigner de façon très précise. Aujourd'hui, cette réflexion, nous ne l'avons pas assez en France. Je ne connais personne qui ait décidé, Dieu sait que j'ai essayé de l'obtenir quand j'étais chef d'état-major des armées, de lancer une grande réflexion nationale sur combien de temps faudrait-il pour être capable d'engager 200 000 hommes et 300 avions. Je donne n'importe quel chiffre. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait fournir comme effort? Combien de temps cela prendrait-il? On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas répondre à cette question-là. Et c'est une question à laquelle il faudrait que nous répondions en européen et pas uniquement en français. Parce que la question se pose pour toutes les démocraties de l'Union européenne. Et donc je pense qu'il est urgent de se poser cette question avec ce que je vous disais, c'est-à-dire un facteur central qui est le facteur démographique. Parce que 60 000 hommes, c'est dérisoire. Hein. Il faut en être conscient. Et que dans une guerre qui dure, il faut que vous soyez capable d'engager des hommes. Et que par ailleurs, il faut être capable d'être armé pour dissuader un ennemi de vous agresser. Voilà. Donc c'est comme ça que se pose la question. J'ai tendance, moi, intuitivement à dire qu'il est grand temps que nous, Européens, nous fassions un effort et qu'il y ait une forme d'urgence à cela. Et que j'espère qu'il n'est pas trop tard pour que nous le fassions. Or, il n'est pas si simple à faire. Regardez l'Allemagne qui dit « je vais dépenser 100 milliards d'euros en 10 ans ou en 5 ans supplémentaires pour créer la première armée européenne ». Mais ce n'est pas évident de dépenser 100 milliards d'euros supplémentaires. Vous voulez dépenser à quoi? Est-ce que vous avez un outil industriel capable de monter en puissance suffisamment rapidement? Est-ce que vous avez, encore une fois, une capacité à former des hommes? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là auxquelles on n'est pas capable de répondre. Or, la question de la montée en puissance, elle est absolument majeure. Et je crois qu'une démocratie qui ne se la pose pas, en tout cas les politiques dans cette démocratie, trahissent un peu leur rôle. Parce qu'il faut encore une fois être capable d'assumer pleinement
que nous serons à un état d'armement, de pied de guerre relativement bas, mais que nous savons précisément qu'il faudra que nous fournissions comme effort pour être capables d'affronter le pire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de répondre à cette question-là. Voilà. J'ai été un peu long, vous pourrez en parler pendant des heures. En tout état de cause, je pense que c'est une réponse qui doit être européenne, bien sûr, parce que nous sommes dans une alliance qui s'appelle l'OTAN, et que l'alliance otanienne, elle est d'abord européenne. Et même si les Américains partent demain, les Européens resteront dans l'OTAN. Et les Européens ne pourront pas concevoir une défense collective en dehors d'une alliance comme l'OTAN, avec ou sans les Américains, et avec ou sans l'arme nucléaire américaine, qui, je le rappelle, est l'élément de force de l'OTAN. Les gens ne le savent pas assez souvent, mais l'OTAN est une alliance nucléaire, avec la très grande hypocrisie, notamment de nos camarades allemands, qui disent le nucléaire, quelle horreur, mais qui sont les premiers à mettre en œuvre des armes nucléaires américaines, avec d'ailleurs du matériel américain. Et c'est comme ça que les Américains disent, vous allez acheter le F-35 américain, parce que vous ne pourrez mettre en œuvre les armes nucléaires américaines qu'avec des F-35 américains, sans jamais aucune garantie que le jour où il faudrait le faire, les Américains donneront leur feu vert. Aucune garantie. Donc je pense que les Européens doivent être capables de réfléchir à ce qui est la question pendante depuis la création de l'OTAN. J'ai envie de dire que c'est une question pendante depuis bien avant, d'ailleurs. Je suis en train de lire le livre de Gérard Haraud qui s'appelle « Nous étions seuls », qui raconte l'entre-deux-guerres. Réfléchissez à la façon dont la France s'est retrouvée lâchée par les Britanniques en 1940. Voilà. Donc, demain, si les Européens ont à se défendre, ils seront seuls. Et M. Trump n'y est pour rien. La tendance lourde, c'est que les États-Unis se tournent vers l'Asie et que les États-Unis n'engageraient pas quelque chose d'aussi essentiel que l'arme nucléaire pour défendre l'Europe. J'en suis persuadé, et notamment pas des États-Unis qui s'éloignent de plus en plus culturellement, politiquement de l'Europe. Donc oui, c'est un sujet français, oui, c'est un sujet européen. Je pense que la France ne peut pas être grande sans l'Europe. Voilà, j'étais un peu long et brouillon, je vous prie de m'en excuser. Merci mon général. Ça demanderait effectivement un débat beaucoup plus long. Je suis désolé monsieur, on va être obligé de couper court puisqu'on a dépassé de quelques minutes le temps de cette conférence. Vous voyez que le Béarn nous emmène loin puisqu'on arrive jusqu'en Europe. Vous avez répondu à votre façon à la question des rendez-vous de l'histoire, la France, point d'interrogation. Vous avez répondu par le Béarn, point d'exclamation, et la France, point d'exclamation, et l'Europe, point d'exclamation. Donc merci beaucoup mon général. Je vous rappelle que... Merci. Je vous rappelle que Un jour en France avec François Lecointre sort en librairie le 15 octobre, la semaine prochaine. Mais pas d'inquiétude, vous avez en avant-première mondiale sur le stand de la librairie L'Abbé, à côté, le livre qui est à votre disposition. Merci beaucoup. Et vous pouvez lire Entre-guerres.